Euh, oui, comme toujours, on va commencer. Je vais animer cette discussion en donnant la parole d'abord à Agnès, ensuite à Fanny. Vous avez un temps de questions-réponses après notre discussion, mais bien sûr, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure dans le chat. Et soit je les pose au moment où je les vois parce que c'est un lien avec la discussion, soit je prends le relais en fin de conférence. Donc, merci d'être là nombreux. Alors, Fanny, non, je veux dire Agnès, je vais commencer à te donner la parole. Donc, Agnès Nico, elle est fondatrice d'une marque qui s'appelle les Aubépines, qui est un atelier de bijoux et sculptures poétiques installé à Limoges. Elle crée des collections inspirées du végétal, des objets anciens et des savoir-faire artisanaux, mêlant laiton, porcelaine et formes organiques. Mais ce que je te propose, Agnès, c'est que tu nous expliques, toi, en fait, déjà tu peux nous décrire en images ta marque Les Aubépines et quelle est la démarche qui se cache derrière Les Aubépines. Alors, bonsoir tout le monde déjà. Je trouve que tu as assez bien résumé ce que moi j'aurais dit pour présenter la marque, à savoir effectivement, déjà en premier lieu, moi je me sens artisane, mais effectivement j'ai fait le choix de créer une marque au travers de laquelle je propose des bijoux et des sculptures dans un univers que je qualifierais de poétique. Enfin, en tout cas, j'essaye de transmettre une certaine sensibilité. Mon matériau de prédilection, effectivement, est le laiton, que je travaille parfois brut, que parfois je fais recouvrir d'or ou d'argent. Et je suis originaire et installée à Limoges et j'avais à cœur de voilà, mettre cette petite touche clin d'œil à mes origines dans mon univers. Donc j'utilise aussi de la porcelaine, principalement en biscuit. Ce que j'aime en fait dans l'alliance de ces deux matériaux, c'est que je trouve que le biscuit il vient finalement adoucir le métal. Et donc, pour parler de la démarche un petit peu plus profonde derrière ce projet, cette activité, elle fait suite à une reconversion, puisque j'ai été infirmière pendant quasiment 20 ans. Et la création de la marque, elle a 4 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Et en fait, en tant que soignant, on a un peu cette volonté d'être proche de l'autre, avec l'envie aussi de peut-être accompagner des histoires, être dans une forme de douceur, proposer une forme d'apaisement aussi. Et aujourd'hui, en fait, moi, c'est ce que j'essaye de faire au travers de mes créations. Et effectivement, cette valeur humaine et de proximité, elle a encore tout son sens aujourd'hui. Et il y a vraiment un fil conducteur dans mon parcours. Et en fait, je pense que je me suis orientée vers le bijou pas pour rien, justement, parce que je trouve que c'est un objet très émotionnel, qui a aussi des symboliques, qui accompagnent des parcours de vie. Et moi, je me retrouve tout à fait dans cette proximité, presque cette intimité, en fait, que le bijou peut proposer. Donc voilà, ça c'est pour parler des choses un peu plus en profondeur. Merci Agnès. Et qu'est-ce que tu entends? Pour toi, ça veut dire quoi créer des collections? Alors déjà, ce questionnement de fonctionner en collection, la première fois que je me le suis posé, je me rappelle très bien, c'était au cours de la formation Impulsée, du coup, proposée par Artisans d'Avenir. Et je me rappelle que c'est une question qui a beaucoup divisé, où les artisans enfin, autour de moi se retrouvaient pas forcément dans cette notion de collection, parce que je pense que ça peut renvoyer un côté très mode qui est éloigné de la temporalité déjà du travail long de l'artisanat. Et en fait, moi, j'y ai trouvé une réponse à une problématique qui était de lier le bijou et la sculpture. Parce que dès le départ, j'ai eu cette volonté de ne pas me cantonner au bijou et de faire des objets à plus grande échelle. Et en fait, le fait de travailler en collection m'a permis de faire un pont et de créer un univers qui finalement était cohérent. Et c'est vrai que dans mon fonctionnement, les collections de bijoux, elles ont toutes à leur centre et à leur point de départ une sculpture animale qui va raconter une histoire, et les ornements métalliques de la sculpture vont ensuite être déclinés en bijoux.
Et du coup, bah, pour moi, ça a vraiment été une réponse à comment structurer finalement mon offre pour que ça soit suffisamment clair pour le public. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, moi, j'y trouve un intérêt énorme quand je crée, parce que je pense que quand on est créatif, on a tendance à partir dans plein de directions différentes. Et justement, cette collection, elle donne un cadre qui peut paraître rigide et qui l'est parfois, mais moi, je trouve que ce cadre, il est nécessaire et personnellement, ça devient presque un moteur à la création, finalement, cette contrainte-là. Donc ça, c'est le deuxième grand bénéfice que je trouve à travailler en collection. Le troisième, c'est que bah, il permet de raconter des choses en fait. À chaque collection, il y a un récit narratif, il y a des émotions à faire passer, des messages à faire passer. Et je trouve que bah, la collection, elle se prête très bien à ce jeu-là. Et puis, énorme intérêt aussi en communication, puisque en fait, finalement, à chaque sortie de collection, bah, il y a un événement qui se crée, il y a une dynamique qui se crée aussi et bah, c'est tout à fait propice à raconter, à présenter. Enfin voilà, j'ai vraiment l'impression que ça permet de structurer à plein de niveaux. Et pour finir, donc moi j'ai ouvert une boutique il y a 1 an et demi et en fait les collections elles me permettent aussi de structurer les temps, les grands temps de vie de la boutique. Donc, je vais vous donner un exemple. Premier grand temps, bon, bah, Noël. Donc, je sais qu'avant Noël, il y a forcément une sortie de collection. Deuxième grand temps de vie à la boutique. Tous les ans, j'organise un événement créatif où j'invite d'autres artisans à exposer, des artisans qui sont concernés par cette thématique. Et moi, bah, ça me permet aussi de me raccrocher à ça en créant une collection. Bah, Chiméria, la dernière collection, a été conçue dans ce cadre-là pour intégrer cet événement thématique. Donc, en fait, c'est un outil qui permet plein de choses, je trouve, la collection. Qui structure en fait la production de tes pièces. Euh, le cadre dont tu parles, comment de l'idée, comment tu passes de l'idée à la création puis la production? Comment tu structures concrètement? Alors déjà, premièrement, il peut y avoir différents objectifs avec une collection et chaque collection ne va pas venir servir les mêmes objectifs. Je vous parlais tout à l'heure de la collection de Noël. Là, l'objectif à ce moment-là, j'avais identifié que je répondais pas à une certaine offre avec des prix d'appel qui étaient peut-être un peu trop élevés. Donc sur cette dernière collection, ben, j'ai réfléchi à des pièces peut-être un peu plus rapides à produire, mais qui pouvaient répondre à ce besoin. Et c'était parfaitement cohérent avec l'offre et la demande qui est attendue en période de Noël. En revanche, la dernière collection que je viens juste de sortir, donc Chiméria, elle s'inscrivait dans cet événement thématique dont je vous ai parlé, mais j'avais aussi l'objectif de postuler à un salon métier d'art. Et donc, elle a été orientée dans ce sens-là en proposant des pièces peut-être un peu plus artistiques, justement. Donc, déjà, la première chose, j'ai envie de dire, c'est qu'elle sert un objectif à définir au préalable. Et après, dans le processus de création, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment cette image de l'entonnoir. Donc déjà, point de départ, c'est ce que je vous disais, moi, il y a la sculpture qui est vraiment la base de la collection. Donc cette sculpture, je pense que c'est une des phases de création que je préfère parce que c'est le seul moment où j'ai un lâcher-prise total, où c'est l'intuition qui parle, qui me mène où elle veut, et je ne suis pas dans des considérations financières. Parce que c'est vrai que c'est un objet, même si j'en vends quelques-uns, je sais que c'est pas ça qui va me faire vivre, et je m'autorise sur ces pièces-là à justement vraiment à me laisser aller. Donc le cœur de la créativité, il est vraiment dans ces sculptures. Une... C'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand tu décides de lancer une collection, tu te laisses inspirer par la sculpture que tu vas créer et tu vas voir après comment Ex- tu vas la décliner. Exactement. Une fois que la sculpture a été plus ou moins mise au point, même si elle n'est pas totalement aboutie. Je vais commencer à voir se dessiner une histoire que j'ai envie de raconter. Alors là, il y a parfois une phase de recherche pour aller alimenter tout ce côté très narratif. Et puis, ça va m'emmener sur un chemin et généralement, je finis par tirer un fil conducteur. Et donc, je vous disais, très souvent, c'est les éléments métalliques de la sculpture qui vont être ensuite déclinés en bijoux.
Mais en fait, il y a plein d'approches possibles. Parfois, ça va être l'envie de travailler une texture en particulier que je vais pouvoir, pareil, reproduire sur différents types de bijoux. Ça peut être un design en particulier. Ça peut être une technique, l'envie d'explorer une technique. Donc, bien entendu, il faut qu'au final, toutes ces pièces mises à côté, elles soient cohérentes avec ce que raconte la collection. Mais finalement, il y a un cadre. Enfin, c'est pas figé. Chaque collection fonctionne un peu différemment. Toujours est-il que quand j'ai commencé à tirer ce fil, généralement, les idées commencent à fuser. Et donc, soit je passe par une phase de dessin où je vais commencer à, voilà, à dessiner des bijoux ou des prototypages, mais très, très rapides. Je cherche pas du tout à être dans un aboutissement technique. L'idée, c'est vraiment d'avoir un design global. Et puis là, je laisse vraiment tout ce qui passe, je prends. Et donc là, je peux me retrouver avec, je sais pas, c'est très variable, mais parfois jusqu'à une trentaine de pièces. Et donc là, il y a ce fameux entonnoir qui entre en jeu. Et donc là, on va commencer à affiner. Donc, soit certaines pièces sont beaucoup trop longues à produire pour ce que j'ai décidé en termes d'objectifs, donc elles vont être laissées de côté. Certaines, au contraire, je vois qu'il y a un vrai potentiel, qu'elles peuvent être vachement exploitées. Ça pourrait même nécessiter une collection à part entière. Donc, elles vont être écartées aussi. Et puis, petit à petit, comme ça, je vais commencer à affiner jusqu'à rentrer dans la phase de considération vraiment financière. Bon, c'est pas la partie la plus drôle, mais elle est pour autant Un- essentielle. Alors, avant de passer à la partie financière, je voudrais revenir sur les pièces que tu abandonnes et comment, en fait, j'ai compris que tu prototypais rapidement, tu cherchais pas forcément les finitions, mais comment tu arrives à toutes ces pièces après ta pièce maîtresse, en fait, ta sculpture, comment tu les déclines? Enfin, quelle est ta méthode pour les décliner et pour décider d'en abandonner certaines ou pas? Ben déjà, j'ai une analyse chiffrée où je sais que la plus grosse part de mes ventes, c'est de la boucle d'oreille. Donc déjà, je ne vais pas faire 10 bracelets et une boucle d'oreille. Ça structure déjà les choses. Ensuite, c'est vraiment des essais. Moi, je fonctionne vraiment beaucoup au visuel, d'où ces prototypages très rapides. Et en fait, au bout d'un moment, il y a une sélection qui s'opère parce que il y a certains modèles qui fonctionnent mieux que d'autres. Et toujours avec cette idée de trouver une cohérence et un lien dans la texture, dans parce que je texture beaucoup mes pièces en fait. Donc ça, c'est un super fil conducteur aussi. Utiliser la même texture sur une collection, tout de suite, ça crée un regroupement en fait. Euh, Et si tu nous décris en images, parce qu'on sait que ça sera rediffusé en podcast et donc tout le monde n'aura pas l'image, mais si tu nous décris en images ta dernière collection, la pièce, la sculpture que tu as fabriquée et les pièces qui se sont déclinées de cette première sculpture, comment tu nous alors, expliquerais? ouais, cette collection, elle était un peu à part. C'était pas une sculpture, mais trois sculptures animales. L'idée, c'était donc, elle intègre une thématique qui s'appelle Chimère et Totem, donc l'événement qui a lieu à la boutique. La collection, elle, s'appelle Chiméria. Et l'idée, c'était de travailler sur des pièces hybrides où, en fait, la sculpture n'est plus simplement sculpture, mais devient présentoir à bijoux, avec l'idée qu'une partie de la sculpture se détache et devient ornement apporté et plus simplement ornement posé sur la sculpture. Donc, pour ça, en fait, on va dire il y a trois types, ouais, trois types d'orientation et de texture qu'on retrouve. Donc, j'ai travaillé la feuille avec une texture à base d'une feuille de palmier. Donc, tout ça, ça crée les textures des surfaces planes. J'ai travaillé la fonte du laiton. Donc, toutes les petites billes qu'on voit là sur la tête du serpent, ça, c'est des pièces fondues qui, pareil, qui représentent une fleur sur la tête du serpent, mais qui vont ensuite être déclinées en boucle d'oreille, en bague, etc. Et la troisième chose, c'était un peu un mix de ces deux textures avec des boucles d'oreilles qui sont de forme très très organique, qui sont d'ailleurs, enfin il n'y en a pas une qui se ressemble parce que impossible à reproduire avec cette technique. Et donc l'idée, c'était à la fois d'utiliser cette texture-là, la technique de la fonte et cette idée de pièce hybride.
Donc, bah, tout ça mis bout à bout, bah, on arrive à, voilà, à ce que vous voyez avec 3 sculptures animales. Et je crois que pour cette collection, il y a 3, 4, 6, il doit y avoir 6 pièces déclinées en doré et en argenté. Non, un peu plus, parce que j'ai fait des broches aussi. On va dire une dizaine de pièces, quoi, au final. Tu parlais tout à l'heure d'impact financier, économique. Comment tu l'analyses et comment ça rentre en fait dans l'analyse des collections qui vont sortir? Alors justement, donc ça, c'est pas la phase la plus drôle, mais moi, ce que j'avais retenu un peu des grandes lignes de la théorie, même si c'est encore une fois pas rigide, mais en gros, il y a le panier moyen, il y a une fourchette un peu large autour de ce panier moyen, et ça correspond à peu près à 80% de l'offre. En dessous, bah, il reste 20% qui vont en fait être des pièces en dessous de cette gamme très large qui entoure le panier moyen. Et puis quelques pièces vitrines. Donc je ne sais pas si je suis très claire, mais en fait Si, très déjà, clair. ouais, voilà, ça donne des perspectives de vers quelles pièces on peut aller et en quelle quantité. Et bah, les pièces vitrines, déjà, je sais que voilà, ça va être maximum une, voire deux par collection, mais voilà, j'ai pas trop intérêt à en faire trop, même si ça a son importance. Et donc après, bah, ce qui est indispensable, c'est toute la phase d'évaluation des coûts de revient, donc chronométrage, évaluation des coûts matière, pardon. Et donc tout ça va déjà donner une première estimation tarifaire. Et du coup, là, ça peut aussi permettre d'orienter des choix au sein de ce grand panier de prototypes que j'ai fait, parce que bah, effectivement, il faut quand même une certaine répartition par rapport à ces pourcentages. Et puis tu confrontes, j'imagine, ces coûts de revient aussi à un prix de marché. Comment tu évalues le prix de marché et comment enfin, est-ce qu'il y a des pièces sur lesquelles tu dégages plus de marge et en termes de volume, tu travailles aussi sur volume-prix. Enfin, Bah, comment c'est tu sûr fais? qu'il faut accepter l'idée qu'il y a des pièces qui seront plus rentables que d'autres. Après, l'idée, c'est de trouver un équilibre dans tout ça. Après, j'essaye d'avoir quand même une analyse assez fine des ventes. Et en fait, c'est vrai que le fait d'avoir une boutique, ça, c'est un formidable outil parce que bah, depuis que j'ai un logiciel de caisse, en fait, c'est quand même assez facile d'avoir une analyse sur ce qui marche et les évolutions même en cours d'année parce que je constate que le panier moyen n'est pas forcément le même à Noël que sur le reste de l'année, par exemple. Euh, qu'est-ce que c'est? J'ai oublié la question de départ. Ben, comment tu confrontes en fait tes coûts de revient par rapport au prix de marché? Donc là, Ah oui, voilà. Et après, bah, de toute façon, c'est un jeu qui est extrêmement complexe, hein, et c'est vrai que des fois, il y a des pièces, j'ai l'impression que ça va sortir un peu trop cher. Donc, par rapport au coût psychologique, j'essaye de comparer à d'autres pièces un peu équivalentes. Et ça peut m'arriver de les proposer dans un premier temps à un prix un peu moins élevé que ce qu'elles devraient. Et puis, à l'inverse, quand je vois que des pièces fonctionnent très très bien, eh ben, je peux me permettre voilà, d'augmenter un petit peu plus le tarif après, une fois que c'est lancé. Après, moi, ce que je retiens quand même, c'est que, enfin, c'est vrai que dans le modèle artisanal, il me semble qu'on a justement cette flexibilité de pouvoir adapter les choses. On n'est pas sur des séries de production avec je ne sais pas combien de pièces. Euh, Enfin, moi, je m'autorise vraiment à. Enfin, à Noël, par exemple, j'ai sorti une collection où je crois que j'avais une trentaine de pièces, ce qui est énorme. Et en fait, j'ai hésité, je me suis dit, ouais, c'est pas stratégique, mais en fait, ben, je pense que si j'avais pas fait ça, je n'aurais pas sorti un des modèles qui est en train de devenir un de mes best-sellers. Donc, finalement, en tout cas, moi, dans mon modèle, et j'ai l'impression que l'artisanat va quand même dans ce sens, j'ai l'impression qu'on peut se permettre ce genre de choses. Après, moi, j'ai pas la question des revendeurs et voilà, où on est encore sur, j'imagine, une autre problématique. Mais c'est vrai que moi, je m'autorise à tester en boutique, à voir ce qui fonctionne et à faire des choix peut-être dans un second temps. Voilà. la collection permet ça finalement. Tu déclines des pièces et ensuite tu analyses, tu vois.
qu'est-ce qui te fait penser que si tu n'avais pas fait ces 30 pièces, tu n'aurais sans doute pas sorti la pièce qui va devenir enfin, qui est ou qui va devenir ton best-seller? Parce que, en fait, si je m'étais dit, il faut absolument que je me cantonne à cette collection, elle fera 5 pièces ou 10 pièces, par exemple. Ce modèle-là, j'ai beaucoup hésité à le sortir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une mauvaise intuition. J'ai demandé un peu à mon entourage. Et puis, mon entourage m'a dit, si, si, c'est super, vas-y, tente-le. Donc, je l'ai tenté. Et effectivement, bah, j'ai eu raison de le tenter. Mais c'est sûr que si j'avais dû me restreindre à un moment donné, vu que j'avais un doute déjà au départ, cette pièce-là, elle aurait sauté, c'est sûr. Et effectivement, je te rejoins, je pense que la collection, elle, finalement, c'est un outil qui offre une certaine flexibilité, voilà, qui s'adapte aux différents événements, aux différents moments de l'année. Et encore une fois, on a cette chance quand on est artisan de produire en petite quantité et d'être dépendant de pas grand monde. Enfin, moi, j'ai un doreur, effectivement, qui fait toute la partie dorure, argenture, mais à part ça, je suis dépendante de personne. Et du coup, bah, c'est facile en fait de sortir des modèles en très petite série. Et puis si ça fonctionne pas, et ben c'est pas un problème. Voilà, on les arrête quand on veut. Et j'ai l'impression que c'est quand même une force quoi par rapport aux modèles plus Et dans mode quoi. toutes tes collections, combien de collections par an tu sors? Actuellement, j'en sors deux parce que ça rythme aussi la vie de la boutique. Mais c'est quand même très lourd. C'est quand même un sacré boulot quoi. Parce qu'il y a toute cette phase de création, mais il y a aussi toute la partie travail de l'image que j'adore, hein, mais chaque collection, ça implique un shooting photo professionnel. Donc c'est une vraie compétence, hein. Moi, j'ai le sentiment de pas du tout avoir appris encore tout ce qu'il y a à savoir sur cette question du travail de l'image. Et en fait, un shooting, c'est beaucoup, beaucoup de travail en amont, hein. Il faut trouver un lieu, il faut trouver la modèle, il faut trouver la maquilleuse, la coiffeuse, la scénographie, les vêtements. Si c'est en extérieur, il faut prévoir un point de repli en intérieur. Il faut arriver à coordonner tout ce petit monde et ça rajoute beaucoup de temps dans la planification, en fait. Sans parler après du temps de mise en ligne quand on a un site internet avec création des fiches produits, etc., etc. Et entre le Donc, moment, entre le moment où euh, tu commences à dessiner et le moment où tes bijoux sont en boutique, il se passe combien de temps? Combien de temps de recherche? Combien de temps de tests? Euh, voilà, j'ai envie de dire que c'est assez variable. Déjà, il y a quelque chose qui n'est pas quantifiable, je pense, c'est toute la phase d'inspiration qui se fait au fur et à mesure de l'année et on engrange des idées qu'on classe un peu dans un coin de sa tête. Et je pense que déjà, il y a une première réflexion un peu inconsciente qui se passe, mais qui fait que déjà, ça amorce un travail. Et après, quand vraiment je rentre en phase de création et entre le moment où je commence vraiment à travailler dessus et le moment où la collection sort, je pense qu'il s'écoule, je sais pas, c'est 3 mois, 3, 4 mois. Mais du d'accord. coup, ce qui est contraignant aussi, c'est que quand il y a d'autres activités qui viennent voilà, se greffer à tout ça, bah, ça peut vite devenir pas une contrainte, mais disons que la création peut ne pas être aussi épanouissante qu'elle le serait si on avait vraiment la liberté de gérer son temps. Et ça, je pense que de toute façon, quand on est artisan, on est dans ces problématiques. Mais c'est vrai que la gestion du temps, elle est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce que je parlais de lâcher prise qui est vraiment implicite à la création. Et je pense que bah, il y a des moments qui sont plus propices à ça et qu'on ne décide pas. Donc c'est sûr que quand on a un planning dans lequel il faut que ça rentre et qu'il y a tel timing pour créer, encore une fois, ça peut être structurant et ça peut être challengeant et ça peut aider, mais parfois ça fonctionne pas très bien non plus parce que c'est pas le bon moment et voilà, il faut composer avec tout ça, mais j'ai envie de dire que c'est la vie d'artisan. Et le temps de recherche et de développement que tu consacres à une nouvelle collection, tu arrives à l'amortir sur le volume des pièces que tu vends?
C'est pas évident à quantifier. J'avoue que je suis pas très douée là-dessus. Sur la quantification de la recherche et du développement, Sauf qu'à la fin euh, de l'année, à la fin de l'année, tu t'y retrouves en termes de paiement de charges de ton atelier, à te verser un salaire, etc. oui. Euh, Parce qu'aujourd'hui, ton modèle économique, il est uniquement par collection ou tu réponds à des commandes sur mesure. Quel est ton modèle? Non, j'ai fait le choix. Alors, je me suis posé la question avec l'ouverture de la boutique parce que j'ai eu beaucoup de demandes en plus de faire du sur-mesure. Mais j'ai fait le choix de ne pas y répondre justement parce qu'il y a un moment où on ne peut pas être sur tous les fronts. Ce qui est sûr, c'est que j'ai aussi une gamme de sculptures végétales qui finalement peut être vue comme une collection à part entière, qui s'étoffe d'année en année. Donc ça, c'est en train de prendre de plus en plus d'importance dans mon activité. Euh, Ce que je constate quand même, c'est que la boutique, elle a vraiment besoin de vivre et il faut créer une dynamique. Et en fait, s'il n'y a pas quelque chose, une impulsion à un moment donné qui pousse les gens à revenir dans la boutique, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de monotonie qui peut s'installer. Et du coup, bah, la collection, elle vient aussi rythmer ça, finalement. Donc c'est vrai que 2 collections par an, c'est lourd. Euh, Après, je pourrais aussi alléger le nombre de pièces par collection, mais enfin, on retombe dans ce que je vous disais tout à l'heure, où j'ai parfois du mal aussi à me restreindre sur les quantités de nouvelles pièces proposées. Euh, Et est-ce que dans tes collections, là tu parlais d'un best-seller tout à l'heure, est-ce que ce best-seller, tu vas le conserver même si tu passes à une autre collection? Donc, oui, oui, tout donc à chaque fait. collection permet de faire émerger je ne sais pas si ça s'appelle des collections permanentes ou euh, qui, qui te permettent quand même d'avoir toujours des rentrées parce que tu connais le produit qui va fonctionner auprès de ton public. Alors encore une fois, moi je trouve que là c'est une des forces de l'artisanat, c'est qu'il y a une flexibilité où finalement ces collections elles viennent servir un univers commun, mais en aucun cas elles doivent être enfermantes du style je sors une nouvelle collection donc il faut que j'en enlève une parce que sinon ça va se percuter et voilà. Ce que je fais encore une fois, c'est que avec l'analyse des ventes, je vois les modèles qui ont peut-être fonctionné mais qui ne fonctionnent plus ou qui ont du mal à démarrer, etc. Donc ceux-là, ils peuvent être mis de côté sans problème. Après, c'est sûr qu'avoir trop de références, je pense que c'est pas une bonne idée non plus. Alors en boutique, ça peut avoir son intérêt parce qu'il faut la remplir, hein, la boutique, mais sur le site de vente en ligne, c'est vrai que ça peut. Je suis pas. Enfin voilà, je pense qu'il faut quand même pas non plus qu'il y ait pléthore de propositions. Euh, En tout cas, je m'autorise aussi, par exemple, à retravailler certaines collections. Ça m'est déjà arrivé. Je m'autorise aussi à apporter de nouvelles pièces pour étoffer une collection existante. Et en fait, c'est sûr que l'intérêt de la collection qui vient juste de sortir, c'est voilà, cette dynamique en communication voilà, qui donne un coup de boost. Mais régulièrement, je collectionne, pardon, je communique sur les anciennes collections et, euh, et en aucun cas, enfin, les pièces que je proposais il y a 4 ans, la plupart sont toujours là en fait. Donc, je, enfin, je fais beaucoup ce parallèle avec la collection en mode parce que c'est vrai qu'on a cette habitude de voir euh, sur le versant mode des choses qui sont là pour un temps très éphémère. Et en fait, ben, dans l'artisanat, moi, je trouve que justement, on peut se permettre de pas être dans ce temps si court et la Mmh, collection, elle n'empêche pas du tout ça. Enfin, moi, je trouve pas. tu la vois pas comme ça. Non, je la vois Alors, pas comme ça, ouais. Mm. alors avant de donner la parole à Fanny, je voudrais te poser une dernière question. Quel conseil donnerais-tu à un artisan qui a beaucoup d'idées, mais qui ne sait pas toujours les transformer en collection? Ben, je pense que c'est vraiment de trouver ce qui crée des ponts, en fait, entre ces différentes pièces.
Est-ce que justement, ça va être par le biais de la texture, par le biais du design, par le biais de la couleur, par le biais de la technique, par une histoire commune voilà, je pense que c'est vraiment cette histoire de lien pour finalement créer quelque chose de cohérent. Euh, et, euh, et pas hésiter aussi à regarder ce que font les autres, parce que je trouve qu'il y a des très bons modèles dans plein de matériaux différents. Je pense notamment à une créatrice que j'expose à la boutique actuellement qui s'appelle Sarah Morin, qui propose des luminaires à partir de calebasses, de courges de calebasse. Et elle travaille en collection. Et justement, elle a trouvé ce lien à la fois par le graphisme, la couleur, et ça fonctionne très très bien. Alors que le produit de départ est quand même à partir de courges de calebasse. Donc ça reste des formes organiques. Et pourtant, elle arrive à, voilà, à tirer des fils comme ça pour proposer des collections. Merci beaucoup Agnès. Alors je vais te laisser la parole maintenant, Fanny. Euh, pour commencer, explique-nous un peu ton parcours et ce qui t'a amené à bien connaître les collections. Bonjour à tous déjà, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc moi, je travaille depuis une vingtaine d'années dans des fonctions de structuration d'offres et d'achat. Donc je suis de l'autre côté. Et j'ai notamment travaillé pendant environ 6 ans en fait à la direction de l'offre et des achats maison d'une maison parisienne, un concepteur qui s'appelle Merci. Et désormais, je travaille à mon compte et j'accompagne, pour le moment, en ce moment, j'accompagne un des grands magasins parisiens justement sur de la structuration d'offres dans le cadre d'un projet pilote. Donc, je suis de l'autre côté à la recherche justement en fait des artisans, notamment qui vont pouvoir venir alimenter en fait les offres que je construis. Merci beaucoup Fanny. Alors qu'est-ce que tu entends par le mot collection? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, une collection, alors Agnès a dit beaucoup de choses que je partage complètement. Une collection, c'est un ensemble d'objets qui ont une intention commune. Alors, une intention commune, ça va être une histoire, ça va être un matériau, un usage. Ça peut être différentes choses, mais qui permettent en fait de sortir en fait d'une association en fait d'objets isolés à une narration en fait globale. Donc à une histoire globale et avec un fil conducteur sur tous ces produits. C'est ça qui va constituer une collection. Et est-ce que c'est important pour n'importe quel artisan d'art de penser en termes de collection? Si tu fais des pièces artistiques, est-ce que tu dois penser en termes de collection? Si, à quel moment tu penses collection? Et je pense qu'il faut penser collection dès le début et que, comme l'a dit Agnès, contrairement à ce qu'on pourrait potentiellement penser, penser à la structuration d'une collection, c'est absolument pas quelque chose qui va brider votre créativité. Au contraire, ça va libérer votre créativité et ça va vous permettre en fait de créer un cadre. Et ce cadre en fait va vous aider en fait sur tout le déroulé en fait de votre activité. Parce que pour vendre vos créations, que ça soit à une galerie ou à un magasin, quel qu'il soit, il va falloir que l'équipe d'en face, l'équipe qui va s'occuper en fait des achats, comprenne en fait votre univers, comprenne votre intention, comprenne en fait pourquoi vous avez en fait créé en fait cette collection. C'est ça en fait qu'on va venir acheter. On va pas venir acheter une pièce à droite, à gauche comme ça. C'est beaucoup plus compliqué en fait en termes de revente et en termes de compréhension. Et pour que la personne ou les personnes qui vont demain se faire le relais côté vente pour vendre en fait vos créations, il faut qu'elles comprennent en fait le message. Il faut qu'elles comprennent ce que vous avez voulu mettre en fait derrière votre création, derrière votre collection. Je sais pas C'est-à-dire si que si, tu es très clair. Je reformule juste, ça veut dire que toi, en tant que acheteuse dans un grand magasin, tu vas être intéressée par des entreprises ou des créateurs qui, qui, qui savent raconter l'histoire de leur pièce et tu attends d'eux
si l'univers correspond au tien, à celui de ton grand magasin, que régulièrement, ils reviennent avec des nouvelles pièces dans une Bien autre sûr. collection, mais rattachées au même univers de marque. C'est ça qu'il faut comprendre? Exactement. En fait, il y a l'univers de marque qui va regrouper l'ensemble en fait des collections au fil en fait des ans, au fil en fait des saisons en fait qui passent. Et au sein en fait de ce temps long, il va y avoir différentes collections. Comme le disait Agnès, Agnès par exemple, elle a 2 collections annuelles. Euh, Elle aurait pu avoir aussi des collections, ce qu'on appelle des collections capsules, des collections beaucoup plus courtes, qui vont venir en fait rythmer le temps, l'année et le temps commercial. Et ces différentes collections, elles vont avoir plein d'avantages en plus en fait de faire comprendre votre travail et votre démarche. Elles vont vous permettre de reprendre la parole sur les réseaux sociaux, auprès en fait de vos distributeurs, dans votre boutique, si vous avez besoin en fait d'animer en fait votre vitrine. Donc ça va nourrir en fait votre storytelling. Et c'est ça aujourd'hui en fait qu'on achète. On va pas juste acheter une pièce comme ça. On va acheter un bout d'histoire, un bout de votre histoire à vous artisans d'art, un bout de l'histoire de la collection que vous avez créée. Et ça, c'est valable aussi bien quand tu es dans un concept store ou un grand magasin que quand tu es dans une galerie. Complètement, complètement. Donc, les galeries vont aussi s'attendre à ce que tu leur proposes des nouvelles collections. Bien sûr. Et après, le rythme dépend en fait des produits sur lesquels vous êtes, hein, bien sûr. Et chose importante qui a été soulignée par toi, Aude, à l'instant, c'est que au sein d'une collection, 100% en fait d'une collection n'est pas forcément amené à changer. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir au sein d'une collection quelques pièces, quelques produits que l'on va retrouver en fait d'une saison à une autre, parce que les produits fonctionnent bien, parce que c'est le cœur en fait de la marque, c'est la signature en fait de votre univers. Donc ça ne veut pas dire en fait un changement à 100%, pas du tout. On peut avoir, et c'est souvent recommandé, d'avoir une partie en fait d'offres permanentes qu'on vient agrémenter en fait de nouveautés. Est-ce que la collection ferme les portes à des commandes spéciales ou des pièces uniques? Pas du tout, parce qu'on peut avoir une collection qui n'est faite que de pièces uniques. Encore une fois, la collection, c'est l'intention et c'est le fil rouge qui va permettre de rattacher différents objets isolés. Donc, ces objets, en fait, isolés, si ce sont en fait des pièces uniques, il n'y a aucun problème pour qu'elles constituent une collection. Et à partir de quel moment tu te dis qu'il y a une collection? À partir de quel moment, en fait, on peut se dire qu'il y a une collection? On peut se dire, en fait, qu'il y a une collection à partir du moment où il y a une structuration, en fait, dans votre offre. C'est un sujet aussi qu'a abordé Agnès à l'instant. Alors, moi, je suis sur des pourcentages qui sont un peu différents, mais bon, peu importe. Quels sont Généralement, tes pourcentages? généralement, en fait, dans une collection, on a 3 effectivement niveaux de produits. Alors, on a souvent en fait des produits en fait qu'on appelle des produits passerelles, qui sont des produits qui sont plus accessibles d'un point de vue prix, qui vont vous permettre de toucher une population plus large. Ensuite, on a des produits en fait manifestes qui eux vont représenter vraiment en fait le cœur de votre métier. Et là, on est plutôt sur un gros 50% en fait d'offres. Et puis après, on a des pièces manifestes où là, c'est des pièces plus spectaculaires, plus Manifeste? Ou oui, la mais, précédente, c'était pas les 50%, c'était pas signature. signature. Les D'accord. premières, c'est passerelle, ensuite signature, qui est le cœur en D'accord. fait de l'offre, et ensuite manifeste, qui D'accord. sont effectivement des pièces plus exceptionnelles, avec un prix moyen bien plus important. Et ce qui est important aussi donc ça répond, ça Et c'est pour les répondre. pourcentages, donc signature, tu as dit que c'était 50%, Ouais, passerelle 30%. 30%, d'accord. Et il te reste 20% sur les pièces exceptionnelles. Exactement. Et donc, du coup, si on fait juste un petit aparté sur l'aspect économique qui est très important, même si c'est pas forcément le plus simple à travailler. Euh,
il ne faut pas chercher à avoir une marge équivalente sur chacune de ces strates. Ce qui est important, c'est d'avoir en fait une marge qu'on appelle une marge compensée, c'est-à-dire que quand vous prenez la totalité de votre collection, donc ces trois strates, vous retrouvez en fait une marge en fait moyenne qui est dans les standards. Puisque la logique voudrait que sur les pièces manifestes, donc vraiment les pièces les plus spectaculaires, vous ayez une marge en fait qui est plus importante que sur les pièces qui sont plutôt plus accessibles, les pièces passerelles, les produits dont parlait notamment Agnès, qu'elle a fortement développé à l'occasion des fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qui rend une collection cohérente et mémorable? Dans ton expérience, est-ce que tu pourrais nous décrire une collection qui t'avait frappé et pour quelles raisons? Ou séduit? Euh, Qu'est-ce qui rend une collection Je dirais que ce qui rend en fait une collection mémorable, encore une fois, c'est la compréhension globale. La compréhension globale entre le discours de l'artisan et la concrétisation des produits, mais également un élément en fait qui est très important, qui est aussi tout ce qui concerne l'unité en fait visuelle. Agnès a évoqué ce sujet aussi tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne en fait les prises de vue. C'est-à-dire que chacune des collections doit être soutenue par une prise de vue qui est le dernier lien pour regrouper en fait l'ensemble en fait de votre intention et l'ensemble en fait d'une collection. Prise de vue, tu parles de shooting? De shooting, exactement. D'accord, d'accord. Donc, pour créer cette cohérence entre toutes les pièces. Donc, cette cohérence visuelle. Exactement, cette cohérence visuelle. Cette cohérence visuelle, plus cette cohérence dont on a parlé à l'instant, qui est une cohérence aussi tarifaire, c'est-à-dire d'avoir au sein d'une collection différents strates qui permettent en fait de toucher en fait différentes populations. L'idée n'est pas de toucher tout le monde, bien évidemment, mais l'idée, c'est quand même en fait de toucher euh, pas tout le monde, mais quand même une population un peu plus large que celle qu'on peut imaginer, quoi. Donc, ça veut dire que quand tu t'adresses, enfin, quand un artisan d'art s'adresse à un magasin, un concept store, pour lui apporter des collections, il doit avoir ces trois catégories de pièces. Disons que ça aide à travailler effectivement, en fait, ça aide à comprendre en fait la collection et ça permet aussi à un artisan potentiellement de présenter une partie en fait de son travail chez un concept store, un grand magasin, et une autre partie de cette même collection plutôt destinée uniquement aux galeries. Et en termes de nombre, est-ce que vous attendez un volume en particulier? Qu'est-ce que vous fixez des critères pour de sélection? En termes de nombre de références, Oui, de pas du nombre de tout. références par strate. Pas du tout. Pas du tout. Généralement, ce qui se passe, c'est que la strate en fait dans laquelle il y a le plus de produits, même si c'est pas un entendu du côté achat, mais la strate la plus importante, c'est bien sûr en fait la strate en fait centrale, donc la strate signature. Ensuite, c'est la strate passerelle qui est donc le premier niveau, puis la strate en fait manifeste où il y a des offres en fait où il y a les produits plus spectaculaires. Et en termes de volume de pièces par strate, vous- quel- qu'est-ce que quelles sont vos attentes? Bah, il n'y a pas vraiment d'attente puisque ça va vraiment dépendre tellement en fait des produits. Si on travaille avec un artisan d'art dans l'ébénisterie qui va faire des petites pièces en fait de mobilier, ça sera très très peu de pièces, contrairement à si on travaille avec une céramiste ou un bijoutier. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Ça va vraiment dépendre du métier. D'accord. Et maintenant, si enfin, si tu devais donner des conseils très pratiques euh, pour créer à un artisan pour créer une collection, quelles seraient les étapes ou les actions à mener? La première, c'est déjà de faire, je pense, un état des lieux de toute votre création.
qu'est-ce que vous avez déjà en fait créé et comment en fait au sein de répertorier toutes ces créations et de voir comment vous pouvez en faire des collections. Il y a forcément des fils rouges en fait qui n'ont pas forcément été travaillés comme tels, mais qui existent au sein en fait de vos archives ou de vos catalogues produits, peu importe, en tout cas de vos créations. Ça, c'est le premier point, c'est vraiment de faire un état des lieux et d'essayer de trouver en fait les différents fils rouges qui puissent exister. Ensuite, il y a des tips, il y a des outils qui sont assez pratiques justement pour commencer en fait à aider et à créer en fait des collections. C'est cette fameuse matrice dont je parlais à l'instant, 30%, 50%, 20%. Ça, c'est hyper important. En amont de ça, il y a effectivement les mood boards, de travailler en fait l'intention visuelle. Est-ce que c'est en fait une intention autour d'une histoire, d'une couleur, d'une texture, d'une matière? Peu importe, mais d'avoir une sorte de mood board visuel qui va en fait driver et tracter en fait et cadrer aussi votre créativité. Après, il y a un autre point qui est très important, qui est le rétroplanning. Alors ça, ça peut être une grosse contrainte, mais en même temps, c'est un cadre qui est hyper efficient, puisque à partir du moment où vous allez vous lancer, vous allez définir en fait un rétroplanning, vous allez remonter le temps, c'est-à-dire que vous allez commencer par définir la date de lancement en fait de votre collection, et puis vous allez petit à petit en fait faire ce fameux rétroplanning pour voir quelles sont les différentes étapes que vous devez en fait valider au préalable. Ça peut sembler en fait être un peu compliqué ou pas forcément la phase la plus sympa, mais c'est une phase qui est extrêmement efficace et c'est comme une sorte de canevas, comme un chemin de fer qui va comme des rails pour travailler en fait le développement en fait de votre collection jusqu'à temps que vous la présentiez au public. Et dernière étape dont on a parlé également à l'instant, c'est effectivement le shooting, qui est la concrétisation visuelle qui va vous permettre de prendre la parole pour communiquer via une newsletter, via les réseaux sociaux, via votre site, dans des boutiques, auprès de revendeurs, auprès de galeries. Donc la matrice, le mood board, le rétroplanning, la matrice et le shooting. Pour revenir 2 secondes au pourcentage, c'est des pourcentages en nombre de pièces ou en valeur de pièces? C'est plutôt en fait des pourcentages en fait en nombre de pièces. D'accord, en nombre de pièces. Ouais, en D'accord. nombre de pièces. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon storytelling d'une collection? Est-ce que tu as des exemples à nous partager? Un bon storytelling de collection. Je pense que le bon storytelling, c'est celui qui permet, encore une fois, d'embarquer la population où vous souhaitez embarquer, que ça soit en fait le client final ou que ça soit vos distributeurs ou une galerie. C'est ça en fait le bon storytelling, c'est d'arriver en fait à faire passer votre message et à faire passer votre histoire. C'est ça qui va te... Ouais. Et qui vous est propre. Est-ce que tu as des exemples à nous... Est-ce que j'ai des exemples J'avais parlé à Aude il y a quelque temps d'une céramiste qui a fait un gros virage professionnel que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Landy Rakoto, qui est quelqu'un qui vient du milieu de la finance et qui s'est lancé dans la céramique et qui en vit, c'est son métier. Elle a un storytelling et elle a une unité d'univers qui est rassurante et qui est extrêmement structurée. Donc tous les univers, en fait, si vous voulez, tous les éléments du mix, en fait, sont cohérents. L'ensemble, en fait, de ces shootings, en fait, sont cohérents. L'ensemble, en fait, ces pièces, en fait, et les formes de ces pièces, en fait, sont cohérentes. Et pour autant, on a des pièces qui sont vraiment très, très différentes. Elle s'appelle Landy Rakoto.
La communication qui est la sienne est également en fait très cohérente. Je vous invite à aller voir. J'ai pas d'action, hein, mais je vous invite à aller voir. Je trouve que c'est une belle réalisation. Ouais. C'est toujours intéressant d'avoir des sources d'inspiration et d'exemples, effectivement, pour pouvoir s'aider, en fait, de ce que font les autres. Si tu avais, à ton tour, un seul message à donner à un artisan d'art qui veut créer des collections, ça serait lequel? Eh bien, c'est surtout, je pense, en fait, de pas craindre que la structure brise votre créativité. C'est tout l'inverse. La collection, c'est le cadre qui va permettre en fait à votre art d'être vu, d'être compris et d'être acheté. Donc finalement, cette structure, elle est au service en fait de votre liberté. On peut penser tout l'inverse, mais c'est le démarrage en fait de la liberté pour vous permettre de développer une activité qui soit pérenne. Merci beaucoup Fanny, merci Agnès. Alors comme je le disais, je vais prendre des questions. Alors il y en a certaines, je pense que Fanny et Agnès ont déjà répondu, mais certaines non, je pense. Donc Élise pose la question. Alors attendez, je reprends le fil. Élise, à mon avis, c'est une question pour Agnès. Est-ce que vous travaillez sur commande ou vous produisez un certain nombre d'exemplaires avant la mise en vente de votre collection? Oui, c'est la deuxième option. Je produis ce qui me semble être nécessaire par catégorie de prix, justement. Et voilà. Et après, en fonction des ventes, je réalimente les stocks au fur et à mesure. Alors, je passe certaines questions auxquelles on a déjà répondu. Agnès a d'abord commencé avec une boutique en ligne, puis a ouvert une boutique physique ou a-t-elle ouvert les deux en même temps? Non, j'ai commencé par la boutique en ligne, puis des événements éphémères avec un collectif, puis une boutique physique. Quelle est la différence entre une collection et une gamme, Fanny? Alors, la gamme, on parle souvent en fait de gamme de prix. Donc, au sein d'une collection, vous pouvez avoir plusieurs gammes. Ok, donc ça veut dire que dans ta collection, tu as la gamme manifeste, la gamme signature et la gamme passerelle? Exactement. D'accord. Est-ce qu'une collection a comme but essentiel de proposer des nouveautés? Ça, on y a un peu répondu, je pense. Alors, une question d'Anne. Je fonctionne de la même façon qu'Agnès avec la création de sculptures et pièces maîtresses d'exception que je décline ensuite en collection de bijoux et objets. Je ne crée que des pièces uniques car mes techniques impliquent qu'il est difficile, voire impossible de reproduire plusieurs fois le même modèle. J'en ai une force J'en ai fait une force comme argument de vente par le caractère unique et cela fonctionne en vente directe, mais je m'interroge sur la possibilité de rendre cela rentable pour de la vente en ligne, comme l'évoquait Agnès, shooting pro, rédaction des fiches produits, mise en ligne, etc. Qu'en pensez-vous? J'aimerais beaucoup développer la vente en ligne car j'ai plusieurs demandes de clientes qui voudraient pouvoir commander à distance, mais je crains que cela risque de faire exploser mes prix. C'est difficile de répondre à cette question. Ça dépend aussi pas mal, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses Agnès, mais du positionnement prix des produits. Moi, je ne saurais pas répondre à cette question. C'est très compliqué. Est-ce que Anne, tu veux essayer d'en prendre la parole pour expliquer un petit peu plus? Je sais pas quoi dire de plus pour expliquer. Là pour le moment, ce que je fais, c'est uniquement des pièces uniques. Donc je développe sur des bijoux. À chaque fois, je fais des collections dans le sens où j'ai une pièce maîtresse qui développe un univers. Avec la pièce maîtresse, je fais le shooting photo qui va dans l'univers de la pièce. Et j'ai quelques-unes de mes déclinaisons en bijoux que je peux parfois mettre dans le shooting avec la pièce maîtresse. Mais après, au fur et à mesure,
selon l'inspiration, selon les idées et selon ce qui vient, tout en restant dans l'univers de la collection. Je sors de nouvelles pièces au fur et à mesure, mais ça reste que des pièces uniques. Et donc, actuellement, je travaille avec des dépôts-ventes où ça n'a pas d'importance de ne pas avoir de modèle reproductible. Mais c'est vrai que j'ai quand même de plus en plus de demandes de personnes qui voudraient pouvoir commander à distance et qui attendent que je mette des pièces en ligne sur mon site. Mais en fait, je suis confrontée à cette difficulté du temps passé sur les photos, sur les fiches produits. Ça me fait un peu peur parce que si je dois faire une fiche produit par pièce pour des bijoux qui sont des petites pièces où je vais avoir des entrées de gamme autour d'une trentaine à cinquantaine d'euros, ça va vite être pas rentable si je dois faire des fiches produits pour ça. Après, j'ai des plus grandes pièces aussi où ça peut peut-être plus valoir le coup de faire cette partie de communication sur le site. Mais voilà, enfin, c'est une grande question, la grande question du moment, parce que je suis vraiment en train de voir pour retravailler mon site et me former sur retravailler mon site internet avec mon webmaster. Et donc, je me pose cette question-là. Tu veux prendre la parole, Agnès, ou... Ben, moi, je pense à enfin, je sais qu'il y a des artistes, des créatrices qui fonctionnent comme ça, hein, qui font. Mais je sais pas si j'ai pas vu son nom. Élise, t'es pas dans les coins. Élise Lefebvre. Il me semble avoir vu son nom passer. En tout cas, si c'est le cas, Élise, elle crée que des pièces uniques et voilà, elle met en ligne. Alors effectivement, ça demande un travail certain de. Voilà. Bonjour Élise. Euh, Ça demande un certain travail de rédaction, etc., de fiches produits. Après, euh, bah, Élise, je ne sais pas si tu veux prendre la parole, mais peut-être que tu n'as pas un site. Enfin, je ne sais pas quel est le site de Anne, mais enfin, à quoi elle pense. Mais Élise, dans mon souvenir, c'est quand même assez synthétique. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle passe énormément de temps sur la description des produits, etc. Donc, c'est peut-être là qu'il y a un équilibre à trouver ou. Parce qu'effectivement, la rédaction des fiches produits, ça peut vite être extrêmement chronophage. Donc, euh, moi, ce que je vois du travail d'Élise, c'est que justement, elle fait des photos bien léchées. Et après, par contre, peut-être qu'il y a un travail de rédaction derrière qui n'est pas aussi important que sur d'autres propositions. Et peut-être que c'est là-dessus qu'il faut jouer. Parce que, effectivement, que de la pièce unique, enfin, ça demande forcément un travail. Élise, tu veux peut-être prendre la parole? Alors, je poursuis. Je suis sculptrice figurative. Je travaille sur des têtes, des bustes, des personnages en pied. Est-ce que c'est déjà des collections? Est-ce que je peux décliner pour les têtes, par exemple, sur une couleur de vêtements, sur des porteurs de lunettes? Est-ce que je peux imaginer des collections ainsi? Fanny. Le trait d'union, c'est la tête, c'est ça? Si j'ai bien compris. Raymonde, est-ce que tu veux prendre la parole? Le trait d'union, c'est l'humain. Et ensuite, l'humain, il peut être présenté juste présenter la tête, ou présenter des bustes, ou présenter les personnes en pied. Et du coup, je me posais la question de savoir si déjà ça, c'était une collection, et si à l'intérieur de ces catégories ou de ces collections, je ne sais pas trop comment le dire, est-ce que par exemple, on peut décider que, il y a certains bustes qui composeraient une collection qui serait par exemple porteur de lunettes? Ça serait une collection binoclard, par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi là spontanément, donc c'est peut-être pas très cohérent ce que je dis. Mais est-ce que vous comprenez mieux mon propos et ma question ou non, c'est pas encore très clair? Je crois comprendre. Je suis pas certaine, je crois comprendre. Et sur les types de produits, en fait, Raymond, tu es sur des sculptures. J'ai partagé mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Ouais, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des bustes. D'accord.
Ceux-là, par exemple, ont des lunettes. Est-ce que ça pourrait faire... Donc là, les bustes, ça peut faire partie d'une... Alors, je sais pas comment le nommer, d'une collection, par exemple. Et dans cette collection, il pourrait y avoir des bustes à lunettes, des bustes, par exemple, qui ont des vêtements bleus. Ça pourrait faire une autre collection. Des bustes de chauves, par exemple. Est-ce que ça pourrait se décliner comme ça et est-ce que ça pourrait répondre à la question de collection et... Oui, tout à fait. Ça peut répondre complètement en fait à la question en fait de collection. Après, il faudra nourrir le lien entre ces différents bustes et entre ces différentes groupes en fait ou groupes de produits. Mais oui, bien sûr, ça peut faire une collection. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai vu que Élise s'était manifestée. Donc, Élise, à nouveau, si tu veux prendre le micro. Oui, bonjour. Donc effectivement, merci Agnès d'avoir appuyé sur le fait que je travaillais en pièces uniques. Donc oui, moi alors effectivement, donc je suis céramiste et c'est la toute première collection que j'ai sortie en mars. Donc je me suis appuyée sur le fait de faire des pièces uniques parce que chaque pièce que je façonne au final me prend pas mal de temps. Et je travaille aussi 3 types de alors non c'est Élise pas Lefebvre. non c'est Atelier Bellevue. Et oui, Ah. moi, c'est à cette Élise-là que je pensais, en fait. Donc, il y a un petit peu quoi. Trop drôle. C'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame. Bon bah pardon. Atelier Non, comment? non, pas de souci. Atelier comment? Atelier Bellevue. Belle vue, comme une belle vue? Oui, tout attaché. Ok. Ah ok. Non oui, c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame. C'est Atelier Bellevue céramique. Ah Donc oui. ouais. Toc. Vous voyez mon écran? Ou j'ai besoin de le repartager ou... Pour l'instant, c'est figé. C'est Ah. bloqué, oui. Ah, alors je vais recommencer et je vais repartager. Toc. Donc oui, bon, je ne suis pas Élise Lefebvre céramique, mais bien, enfin, j'ai ma marque qui est Atelier Bellevue, donc c'est ma première collection et effectivement, je travaille quand même en pièces uniques parce que donc mes pièces me prennent pas mal de temps. Ça a été un choix aussi parce que je travaille plusieurs terres et donc je me voyais pas travailler d'avance plusieurs pièces qui potentiellement voilà, n'auraient pas été vendues ou autres. Voilà, je sais pas après si vous voulez que je détaille plus, mais Merci Élise. Alors je continue. Est-ce qu'on peut faire une collection de pièces uniques? Bah, on en revient à cette question hein, qui est une préoccupation de pas mal d'artisans, j'ai l'impression. Ou bien faut-il forcément pouvoir faire plusieurs fois les mêmes modèles? Peut-être que ça vaut le coup d'y revenir encore une fois. Pour ma part, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir complètement en fait des collections de pièces uniques, puisque ce qui définit une collection, c'est vraiment encore une fois le fil rouge, le point commun qui va relier ces différentes pièces uniques. Donc, il n'y a aucun problème pour avoir des collections constituées que de pièces uniques. Le tout, c'est de trouver le fil rouge qui va Exactement. faire le lien entre toutes ces pièces uniques. Exactement. La prochaine collection sera une nouvelle collection de pièces uniques. Exactement. Et c'est toujours plus simple, plus compréhensible d'avoir éventuellement une collection faite que de 3, 4 objets, même si c'est 3, 4 pièces uniques, plutôt que d'avoir 50 pièces éparpillées dont on ne va pas forcément en fait comprendre ni l'histoire ni la structuration. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Agnès. On arrive à la fin de cette discussion qui était très concrète, très riche, donc très utile. Donc vous recevrez le replay par email comme d'habitude et l'épisode sera rediffusé sur le podcast Voix dans quelques mois. Mais donc ce que je vous propose, comme toujours, là je vais vous mettre le questionnaire dans le chat.
prenez 1 minute, s'il vous plaît, pour le compléter. Ça nous permet de comprendre comment ces conférences sont utiles et de continuer à proposer des nouveaux sujets si vous avez des idées qui émergent de ces discussions. Donc, 1000 merci à tous pour votre participation, en particulier à Fanny et Agnès, et à très bientôt.